Les Phoenix Suns se sont donc fait sweeper au premier tour des playoffs par les incroyables Minnesota Timberwolves. On va commencer vite fait par donner beaucoup de crédit au plan de jeu de Chris Finch, qui d'ailleurs, vous l'avez vu, s'est fait très très mal sur un choc avec Mike Conley. Il s'est fait une rupture du tendon rotulien. C'est catastrophique, mais bon, on espère qu'il n'y aura pas d'incidence sur son coaching. Il n'empêche que Minnesota a régalé à la fois à domicile sur les deux premiers matchs et puis à l'extérieur. Il y a eu deux gros matchs, pour le coup, deux plus gros matchs de la part des Suns, mais il y avait une équipe qui était largement au-dessus. Erwan, je veux qu'on commence par ça, donner du crédit aux Wolves. Ah mais moi du crédit aux Wolves, je vais en donner depuis un bon bout de temps. Quand j'ai fait mon bracket, je voulais aussi valider le fait que pour moi c'était une meilleure équipe que Phoenix par rapport à ce qu'ils avaient construit lors de leur saison régulière. Et ce que j'aime beaucoup avec cette équipe, c'est que la bascule de tout ce qu'ils ont construit sur la saison régulière, pour l'instant, ils le mettent sur un premier tour de playoff et ils n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont sweepé les Suns, c'est pas rien. Les Suns, on va y revenir, il y avait tout pour que ça pète en l'air et ça a pété en l'air. Mais sweeper cette équipe des Suns malgré tout, c'est aussi montrer le sérieux et la discipline de cette équipe. Ils ont été magnifiques dans ce projet de jouer grand. Ils ont fait jouer Rudy autant qu'ils pouvaient. On a vu Towns qui a été bon. Il y a bien sûr Anthony Edwards qui a été exceptionnel sur ce premier tour. Supérieur. Absolument supérieur. Tout le monde a en tête à la fois le contre sur Booker, enchaîné avec le dunk dans ce match 4 à l'extérieur. Il a fait une énorme impression. Bon, l'avantage des Wolves, c'est qu'on devrait les retrouver contre les Nuggets au deuxième tour. On va se faire une bonne preview, je pense, ce jeudi, si Denver assure ce soir face aux Lakers. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est une des séries les plus excitantes qu'on puisse imaginer en ce début de playoff. Ah ben ouais, parce que là, ils vont avoir de la taille, en tout cas, envoyée sur Nikola Jokic. Va y avoir de la viande aussi, donc sur les postes extérieurs. Non, évidemment, il y aura plein de match-up. Aaron Gordon, McDaniel, ça, magnifique, on a hâte. On a hâte de voir cette série. D'abord, on va attendre que Denver passe, c'est mieux. Tout à fait, on verra si les Lakers sont capables de le faire. Mais donc là, aujourd'hui, on s'intéresse à cette énorme contre-performance de ce projet Suns. 3 stars, on le sait, Devin Booker, Bradley Beal qui a rejoint en cours de route, Kevin Durant qui a rejoint il y a un an, Frank Vogel. Il y a énormément de choses, Erwan, qui sont sorties aujourd'hui. On va prendre le temps d'en discuter, mais d'abord, restons sur le jeu. Ils se sont fait clairement battre par plus fort. Ils n'ont jamais été capables de résister à la taille, au physique même, et donc à la bataille au rebond. Ils n'ont jamais eu de solution tactique. Enfin, il n'y a rien qui est allé dans le sens des Suns dans ce premier tour de playoff. Le seul pôle d'activité dans lequel ils ont pu répondre les Suns, c'est un peu le talent. Voilà, c'est sur le talent, mais le talent vraiment brut. Voilà. Bah ouais, avec Kevin Durant, avec Devin Booker qui sort encore un match monstrueux dans le match 4. Voilà. Sur le talent, le 1 contre 1, ils ont pu essayer de répondre par-ci par-là. Sur tous les autres aspects du basket, la discipline, le coaching, le collectif, le combat au rebond, la patience, le contrôle du tempo, le poste de meneur, tout le reste, tout ce qui fait en fait le basket, c'est un chaos technique qu'ont pris les Suns. Il n'y a ce qu'on a vu dans ces playoffs-là, même si dans l'année on a essayé de se persuadé que, en fait, le rôle de meneur, c'était peut-être pas si important, que Bill pouvait faire la maille, que Booker aussi pouvait, que finalement le coaching en playoff, ça allait passer parce que Durant... Rien. En fait, on a vu, ces playoffs-là on fait tomber le rideau sur une supercherie, et puis en disant, stop, il n'y a rien derrière, en fait, messieurs. Voilà. Il y avait un peu un front de boutique comme ça qui brille un peu, et en fait, là, flap, on est tombé, et puis derrière, tu sais, c'est comme dans La Vérité si je mens deux, tu vois, ils mettent des ordis, mais en fait, il n'y a personne derrière. Voilà. C'est une supercherie, c'est une escroquerie. Je pense que c'était Marco Mouli, l'entraîneur. C'était la même chose. Terrible. Quelques stats. D'abord, on parlait de la bataille au rebond. Je vous donne juste les stats en moyenne par match, parce que c'est tellement parlant. 118 points marqués pour les Wolves, 103. Donc il y a 15 points d'écart juste sur les... Je prends que les stats bruts, même pas besoin d'aller plus loin. Sur les rebonds, Erwan, écoute ça, 46 rebonds en moyenne en faveur des Suns, 32 pour les Suns. Incroyable. Mais ça marche pour toutes les stats. Vous regardez les passes décisives provoquées, il y en a 5 de plus côté Minnesota. Il y a absolument tout qui était en faveur de cette équipe de Minnesota, sans que jamais on ait la sensation qu'ils soient capables, même à domicile. Tu vois, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Moi, je disais que lorsqu'une équipe revient à domicile, il y a toujours un supplément d'âme, plus d'énergie. Il y a eu plus d'énergie. Le problème, c'est qu'il n'y a rien eu de plus. Non, mais il y a eu plus d'énergie vu les 2 matchs de Nas qu'ils ont fait là-bas. Il y a plus d'énergie, mais il manquait tellement de choses. Mais merci. Il manque l'essentiel. C'est ce que je dis, c'est tellement désordonné. Ils ne savent pas quoi faire. Et quand en plus en face, tu fais l'effort des disciplines de faire 2 passes, mais qu'en face, ils font des rotations, qu'il y a l'aide, le close-out qui va tenir le duel, qu'au rebond, ils vont tenir, il y a 2 mecs de 2-10 chaque fois, bam, qui viennent essuyer le rebond, ou alors qu'il y a des ailiers qui rentrent et que ça court dans les ailes et qu'on met les ballons là, et que quand c'est un temps faible, boum, on met la balle dessous. Mais tu peux pas lutter.
Tu ne peux pas l'été. Et t'as beau avoir Kevin Durant, qui individuellement est encore un joueur magnifique, qui collectivement est un joueur horrible, parce qu'il va falloir le dire aussi. Ça fait quand même deux fois en 3 ans qu'il se fait souper au premier tour avec toujours des mêmes constructions d'équipe. Donc moi, Kevin, t'es un joueur extraordinaire. Mais bon, on va y arriver. Mais il y a quand même aussi la legacy que tu es en train d'écrire. Ah ben, elle est dégueulasse. Donc arrête de te poser la question de savoir pourquoi t'es pas dans le débat du GOAT. Parce que les GOAT, ils se font pas ouvrir en deux au premier tour des playoffs comme ça, alors qu'ils sont dans un âge avancé comme celui-là. Voilà, mais tout derrière, le coaching d'aller chercher Frank Vogel, de James Jones, sur qui il va falloir tomber. En fait, c'est... Quand je disais tout à l'heure en début d'émission, quand des équipes comme ça explosent en vol de cette manière-là, c'est la victoire du basket. C'est heureusement que ça se passe comme ça, que ce n'est pas juste une addition de superstars qui se regardent, où derrière on essaye de rien faire. Toute l'année, ils ont essayé ils ont mis des joueurs, toi, essaye-toi, pas toi, essaye-toi. Le mec que t'as fait, Grayson Allen a été bon, mais il a disparu. Mais parce que c'est trop difficile de jouer là-dedans. En plus, blessé à la fin. Mais c'est pas ça construire un titre. C'est pas ça construire une équipe. C'est pas comme ça. Et en plus, lui, ce qui est terrible, c'est qu'il a connu les Warriors. Et que derrière, en partant des Warriors, qui était quand même un exemple de construction, il a voulu gagner en faisant tout l'inverse. Ce qui est sûr, c'est que pour la énième fois, la 3e fois d'affilée, en quelques années, on a une super team qui s'écroule. Donc, bien sûr, on pense aux Lakers quand Westbrook arrive. Ça n'avait pas de sens de construire cette équipe comme ça. On pense bien sûr aux Nets de James Harden, de Kyrie et de Kevin Durant. On se disait tous, bon bah là, ça y est, c'est la fin. Toutes les dernières équipes qui ont gagné, c'est des mecs qui ont été draftés, auxquels on a construit autour. On pense à Giannis, on pense à Jokic l'année dernière. On peut penser même aux Philanistes. On peut penser... sans aller les Raptors, ils font le coup avec Kawhi, mais tout le reste, c'est que c'est construit, c'est bien pensé. Je vais jamais si loin, parce que je trouve que 2020 est une décennie qui est différente de celle de 2019. Je pense même aux finalistes. Je pense à Boston, je pense à Phoenix avec Chris Paul et Booker, où la construction était maligne pour le coup. Donc toutes les équipes qui vont loin ces dernières années sont bien construites. Là, ils sont allés dans un truc, on le dit depuis le début, ils ont fait n'importe quoi dans leur construction. Avoir KD à côté de Devin Booker, pourquoi pas? Bien sûr. D'aller chercher Bradley Beal, c'est peut-être une opportunité. On sait surtout que Matisse Baya, le propriétaire de cette franchise, qui connaît rien au basket, avait une lubie, il a envie de se faire un kiff. Il voulait absolument avoir une 3e superstar. Il est allé chercher Bradley Beal. On le savait au moment où il est arrivé. Pourquoi vous faites ça? Les super teams, ça ne marche pas. Pourquoi vous allez aller dans le mur? Ils sont allés dans le mur, mais plein badin. C'est même pire que ce que j'imaginais. Tu vois, parce qu'ils avaient l'avantage d'avoir gagné des matchs contre les Wolves dans cette saison régulière. Ils ont fait quand même une saison régulière à 49 victoires. Tu finis 6e dans cette belle conférence Ouest, etc., etc. Tu avais quand même des motifs d'espoir, je pense, pour les fans des Suns. Sauf que nous, on a toujours dit, attendez quand l'air va se raréfier, quand il faudra gérer le tempo, quand il faudra avoir un backup intéressant pour une Nurkic, etc., ça va s'écrouler. Bon, bah, ça s'est écroulé bien pire qu'on pouvait imaginer. Les playoffs sont un filtre, de toute façon, où tout ce que la saison régulière peut masquer, les playoffs ne le font pas. Mais là, pour le coup, bah, chez les Suns, ça a été violent. En plus, ils ont pris l'une des meilleures équipes de la saison, qui, elle, pour le coup, est une des meilleures défenses de la ligue. C'est peut-être le pire match-up qu'ils pouvaient finalement avoir. Et ils se sont fait masser, ils se sont fait massacrer, mais dans tous les niveaux. Et en fait, quand on se dit oui, ben mais en fait, bien sûr qu'elle est mal construite. Et quand je vois Frank Vogel sur le banc, comment à un moment donné, pour moi, c'est un mec qui est complètement dépassé, qui n'a plus rien à faire sur un banc de touche. Pourtant, il est champion il y a 4 ans, tu vois, oui. C'est ça. Bon, avec une équipe. LeBron, le champion avec LeBron, qu'est-ce que ça Ils sont allés le chercher parce que c'était un coach champion, c'est ça que je dis. Mais je me dis, tu n'as pas envie de tenter quelque chose? J'ai vu un mec pendant 4 matchs se faire out-coacher et ne rien faire. Et tenter et faire des pseudo-gestes. Ça, c'est des coachs que moi, personnellement, je n'ai plus envie de voir en NBA. Voilà, il y a Marc Daigneault qui est arrivé, il y a des mecs comme Mazzulla, il y a des Chris Finch, voilà, des anciens joueurs, il y a plein de trucs. Il y a une nouvelle génération. Moi, ces mecs-là qui sont là, parce que lui, il est là, on se souvient avec lui avec Indiana, où là, pour le coup, c'est la seule fois pour moi où il a incarné quelque chose. Pour moi, les Lakers, il n'a rien incarné. T'as LeBron, tout ça. C'est un peu leur Domenech, tu veux dire. Défensivement, ils ont fait des trucs. Oui, voilà, leur enlever. Il a trouvé des trucs, mais pour moi, il incarne. C'est un mec qui incarne plus. Tu sens quand t'as 50 ans que tu fais des coupes au gel, déjà, tu peux rien incarner. Et je le vois dans ces. Et puis il y a cette histoire qui est sortie où il a voulu mettre une rousse. Il a voulu gueuler dans les vestiaires et les mecs lui ont rionné. Intéressant. Allons-y là-dessus parce qu'il y a quand même The Athletic qui a écrit un grand article avec beaucoup de choses. On va donc essayer de répondre à cette question. À qui la faute? Il y a bien sûr la construction. Et je pense que James Jones et Matisse Baya, le propriétaire, sont les premiers fautifs quand tu construis mal une équipe. C'est eux. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que les deux seront à la télé locale
salle à Phoenix pour parler au public et aux fans. Donc ce sera intéressant en 2 jours de voir tout ça. L'autre à qui la faute, hein, bien sûr, c'est le coach forcément, c'est Frank Vogel, qui a signé 5 ans, on le rappelle, l'année dernière, et qui est déjà sur un siège éjectable. On peut imaginer qu'il va se faire virer. Donc il y a Shams Charania, de The Athletic, que vous connaissez tous, hein, le plus grand rival de Wojnarowski, qui a écrit un grand article pour dire tout ce qui se passait mal. Ce qui est sorti, c'est que début avril, il y a eu un moment, un peu de flottement dans un vestiaire où il a surjoué une colère et les joueurs, qui ne croyaient absolument pas à son discours, lui ont limite rionné. Donc, début avril, les joueurs avaient déjà lâché leur coach. Et c'est exactement le ressenti qu'on a eu pendant ces matchs-là. Chacun a fait son petit truc ici ou là. On a vu Devin Booker être catastrophique au début, pas lui-même. Finalement, à l'orgueil, faire un match à 49 hier soir, mais on n'a absolument pas senti l'empreinte d'un coach sur un effectif, pourtant expérimenté, pourtant avec des joueurs référencés. Mais non, mais parce qu'il est dépassé tactiquement, moi je vais te dire. Hein. À Indiana, il incarnait les choses parce que défensivement, c'était quelque chose, mais c'était un autre basket, c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était un autre basket avec du David West, du Roy Hibbert, un jeune Paul George, un meneur de jeu, avec George. Il y avait quelque chose chez George Hill. Avec George Hill. Mais là, pour moi, il incarnait à sa manière, toujours et tout, mais il incarnait quelque chose. Il va, souviens-toi, à Orlando. Ça se passe très mal. Il est cataclysmique. Evan nous dit, ouais, mais en fait, là, il arrive avec des idées, mon pauvre. Il n'a pas compris que le basket avait changé. Déjà, il se retrouve aux Lakers. Dans un contexte particulier, tu coaches LeBron, donc c'est pas vraiment du coaching, c'est quand même lui qui décide de pas mal de choses. Il y a la bulle, t'as une équipe, ok, tu vas au bout, bravo, on t'enlève jamais rien. Mais c'est des mecs qui sont dépassés. C'est Phil Dunphy, mon gars. C'est Phil Dunphy, mon gars, Frank Vogel. Mais pas marrant. Moi, je suis un joueur de NBA, et j'imagine même pas être une superstar, mais t'as ce mec sur le côté, mais t'as plus envie de rater une passe, de mettre un ballon dans la poire, que d'écouter ce qu'il a envie de te dire au temps mort. Il dégage rien. Quand je vois Denio, comment les gamins de OKC le suivent, quand je vois Mazzulla en 2 ans, comment des mecs comme Tatum, Jalen Brown, le Porzingis arrivent à le suivre. Quand je vois Thibodeau, alors qui est pour le coup le contre-exemple de ce que je suis en train d'expliquer, mais qui, mine de rien, par sa manière, par son incarnation, certes à l'ancienne, arrive quand même encore à amener des joueurs avec lui et à avoir des résultats. Des mecs comme ça, on n'en veut plus. C'est les Alvin Gentry, tout ça. C'est des politiciens. C'est les mecs qui viennent avec des agents. Il y a un coup à faire. J'ai été champion. J'ai un peu amené Indiana en finale de conf quelques années. Ok, 5 ans blancs. En fait, c'est des hommes d'affaires. C'est des businessmen. C'est des hommes d'affaires qui viennent signer des gros contrats. Il sait pertinemment qu'il n'ira pas au bout. Mais le problème, en fait, là, je lui tombe dessus à ce pauvre garçon qui est blindé aux as. Mais c'est même pas lui. C'est qui lui donne le taf. Qui lui donne le taf. C'est le truc des équipes comme ça, là. Donc, formées sur des projets très courts. Parce que quand tu vois l'âge de KD, quand tu vois que c'est leur première année ensemble, finalement, on pourrait se dire, bon, bah, ça, ils ont raté, on peut réfléchir l'année prochaine, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'ils vont faire. Mais il n'y a que deux profils de coach qui peut coacher ce genre d'équipe. Soit un mec hyper référencé, donc le manager, qui en impose, suivi assez facilement par un groupe de joueurs. Ces dernières années, on peut penser à Tyronn Lue, par exemple, on peut penser à Doc Rivers dans le même style, mais bon, sans les résultats de Tyronn Lue. Ou alors, tu vas chercher un coach avec des idées qui va se faire adopter et dont le message va passer parce que bah, il a des idées de jeu. Là, avec Frank Vogel, tu n'as ni l'un ni l'autre. À part dire que c'est un coach champion, je change complètement. C'est un gars qui n'incarne rien. Voilà, tout simplement. Et là, on a vu du jeu minable, beaucoup de 1 contre 1, du jeu pour soi, une structure d'équipe qui est pas bonne, mais ça, c'est pas de sa faute. Il y a des mecs qu'on avait vus ici, là, Bol, par exemple. Vas-y, hein, Drew Eubanks. D'ailleurs, t'as vu, je sais pas, en conférence de presse d'après-match, Anthony Edwards hier soir et Karl Anthony Towns, il regarde les stats, il dit « Ah, Drew Eubanks, il a pas joué ce soir. » Il fait « Non, pourtant, il avait taffé. » Ouais, mais gros, c'est pas notre problème, ça. Extraordinaire moment. On comprend pas les rotations des mecs. Parce qu'il faut être soit un manager, soit un gars qui ait des idées dans le jeu. Bon, bah, Frank Vogel, visiblement, c'est ni l'un ni l'autre. Dépassé. Mais il y en a. Ah, écoute, hein. J'ai aussi l'impression que le choix des coachs, il est difficile. Surtout pour les équipes comme ça où on te dit, t'as 2 ans pour gagner. Bah ouais, mais alors déjà, c'est déjà un problème, je pense qu'aujourd'hui. Ça, c'est vrai, t'as raison. C'est déjà un problème de se dire aujourd'hui, on va gagner dans 2 ans. Tous les exemples, il y en a, je pense, et souvent c'est incarné avec un même mec, c'est Kevin Durant. Aujourd'hui, finalement, on appelle ça super team, c'est un peu marrant d'appeler ça super team, alors qu'en fait, c'est tout sauf une équipe. Ouais.
T'as raison. trois superstars et derrière t'as tout sauf une équipe, t'as des mecs qui ont zéro rôle, à qui tu dis ben vas-y toi je vais essayer, ben toi je vais un peu essayer, puis toi. En fait c'est tout sauf la définition d'une équipe et on appelle ça super team. Moi je me souviens les Nets quand Kyrie et KD ils signent. Il y a Caris Levert en 6e homme, ils ont Jarrett Allen, on se dit oulala. Là, ils ont construit un truc, ils ont 2 méga stars derrière, ils ont des role players plus, ils vont cartonner. Ah ben, ils sont allés chercher James Harden, et du coup ils se sont retrouvés à 3, ils se sont mis à poil avec Jarrett Allen, ils n'avaient plus personne à l'intérieur. Alors oui, ils avaient 3 super joueurs, mais ils n'ont jamais trouvé la petite alchimie qu'ils avaient trouvée un petit peu avec Jarrett Allen, Caris Levert qui étaient les seconds couteaux et autres. Et c'est toujours pareil. Une équipe, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'il faut de la profondeur. Il faut des mecs qui croient au projet. Moi, je te disais, hier, quand je vois le banc, et sur toute la série des playoffs, quand je regarde les matchs, je vois le banc des Phoenix Suns. Je vois pas un mec qui croit au projet. Je vois pas un mec qui croit au projet. Parce qu'il y a une rupture claire avec le coach aussi. Ça joue toujours. De toute façon, une équipe qui lâche un coach. Il y a quelqu'un qui nous dit, c'est marrant, c'est Otakato. Il nous dit les Nuggets, c'est une super team pour moi. J'aime bien l'idée de. Il y a l'addition des superstars et les super teams parce que c'est juste une bête d'équipe, les Nuggets. Non, mais alors, quand on dit super team, c'est par rapport à superstar. Mais t'as raison. Les Nuggets sont une super team. Il y a un All-Star. Hein. Il y a un All-Star et c'est Nikola Jokic. Il n'y a pas un All-Star derrière. Et pourtant, c'est la meilleure équipe de la ligue et de loin. On vous a mis le sondage à la fois sur Twitch et sur YouTube. Suns, à qui la faute? On a parlé du front office, la construction, le propriétaire qui ne connaît rien au basket, ça on le sait, mais bon, ça c'est pas un souci s'il délègue. James Jones a été magnifique dans la construction avant tout ça, hein. C'est lui qui fait Chris Paul, il a fait beaucoup de choses. Moi j'ai quand même l'impression que c'est venu d'au-dessus de lui. Alors il est peut-être infusible et on verra. Moi j'ai quand même la sensation qu'il y a un mec qui arrive, c'est moi qui mets mon argent, c'est moi, enfin je décide de ce que je veux. Pretty Woman. Non mais c'est ça, c'est Richard Gere en fait, le propriétaire des Suns. Voilà, donc il a voulu s'offrir tout ce qu'il voulait. J'ai quand même beaucoup de mal à croire aussi, et c'est pour ça que je te rejoins sur ta théorie de James Jones qui finalement a fait ce qu'on lui a dit de faire, parce que ça marche comme ça aussi. Ah bah oui. C'est que c'est un jeune GM qui connaît bien le basket, qui avait fait des choses très intéressantes en faisant venir Chris Paul, avec Monty Williams, qui avait... Même si ça a mal fini, voilà, ça a mal fini, mais il y avait quand même de l'idée. C'est un mec qui a des idées. Ils ont eu Bridges, ils ont même qui avait bien drafté et tout. Je peux pas croire. Johnson, je peux pas croire que tu construis ce que tu construis sur la période avec Chris Paul et Booker, et que derrière tu partes dans un délire comme ça à tout bazarder, parce qu'ils sont dans la merde aujourd'hui les Suns. C'est aussi ça qu'il faut dire, c'est que tu te fais sweeper, l'image elle est moche, elle est très laide, mais derrière la suite c'est quoi? Ils sont dans la merde, ils ont pas un tour de draft, ils ont un Bradley Beal qui a un contrat monstrueux. Qui, apparemment, qui va vouloir de ce mec-là? Il y a Devin Booker. Moi, je serais pas surpris qu'à un moment, Devin Booker, il dise à son agent, Kiki, va voir un peu sur le market ce qui s'y passe parce que commence à me casser les couilles d'être là-bas. Et t'as Kevin Durant qui va encore se retrouver au milieu en disant, oh, bah finalement, Phoenix, ça m'emmerde, je vais partir. Avant d'accueillir Louis, notre premier auditeur, on va aller sur le troisième topic du jour. C'est donc les joueurs. Et il y a beaucoup de choses à dire. Tu as commencé à ouvrir un petit peu là-dessus. Ce qu'on a appris dans l'article de The Athletic, c'est déjà que Kevin Durant était mécontent du rôle qui lui avait été donné pendant ces matchs. Il a dit que sur trop de séquences, il était dans le corner, un petit peu sous-utilisé, sachant que son dernier match, je le rappelle, hein, il fait 33 points à 12 sur 17. Encore un match exceptionnel. De toute façon, il est magnifique, il est d'une propreté à toute preuve. Donc il y a le rôle de Kevin Durant. J'ai envie que tu me dises ça avant qu'on aille sur Bradley Beal. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai envie que tu me dises ce que tu as pensé de son rôle et de sa série. Tout à l'heure, tu as été un petit peu dur avec lui sur... Mais bien sûr qu'on est dur avec lui. On est dur avec lui parce que quand tu es aussi fort, quand tu es un joueur aussi extraordinaire, évidemment qu'on est tous frustrés de le voir chaque fois s'entêter, d'aller dans des projets comme ça, de forcer à avoir des projets comme ça, de continuer à dire oui, vas-y, entourez-moi de 2 stars, peu importe les pimpoys derrière qui peut y avoir, ça va le faire. Pimpoy, il y a Nurkic comme ça et tout. C'est des bons joueurs, hein, est-ce qu'à un moment donné, j'ai envie de me poser la question, à quel point... Kevin Durant a envie d'être coaché. C'est lui qui avait fait sauter Kenny Atkinson. On s'en souvient. Ça, il a le droit de pas s'entendre avec un mec. Ouais, mais là encore. Ça veut dire, ça arrive. Donc, mais j'aime bien. Il avait adoubé Steve Nash. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour adouber Steve Nash, je suis désolé, entre Kenny Atkinson et Steve Nash, il n'y a quand même pas photo sur le rôle de coaching. À quel point ce mec-là est coachable, et surtout qu'aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, le fait qu'il soit dans le corner, qu'il n'ait pas plus la balle. Il y a encore après, il est quand même défendu. Et est-ce que Frank Vogel ne voulait pas dans un second temps d'attaque pour justement parce que les Timberwolves sont très forts sur les premières intentions, sur les premiers duels, peut-être faire bosser un peu plus la défense pour le retrouver sur les 10-12 dernières secondes. Peut-être que ce rôle-là, il lui plaisait pas. Mais aujourd'hui, Kevin Durant n'a plus le droit de se plaindre de son rôle. Je suis désolé. Il n'a plus le droit de se plaindre de son rôle. Il est trop fort, il a un statut beaucoup trop important sur ce qu'il a réalisé depuis qu'il est en NBA pour dire aujourd'hui...
Mon statut ne me convient pas. Tu dois avoir un discours avec ton coach. LeBron James n'a jamais dit de sa carrière, il a dit d'autres choses, hein, que son rôle ne lui convenait pas. Il avait tout le temps la balle. Il a toujours eu la balle. Mais parce qu'il est comme ça. Parce qu'il a aussi imposé des choses. On lui a reproché aussi par moments. Mais par contre, Kevin Durant ne peut pas se plaindre lui de son rôle, parce que l'exemple premier, c'est qu'au bout d'un moment, LeBron James, il a dit à des coachs, Kiki, on va faire ça au temps mort, le ballon, ça va être moi, le système, ça va être moi. Et c'est aussi ça quand tu es une super méga star, et Kevin Durant, aujourd'hui, il a bon dos de dire, mon rôle me convient pas. Tu peux pas dire, je veux partir, je veux ci, je veux ça, je veux un tel, je veux ci, et finalement dire, mon rôle me convient. C'est trop facile. Ce qui est sûr, c'est que il est vieux. Et que LeBron est vieux. Et que Steph Curry sont vieux. Et il est vieux lui aussi. Donc, on a aussi nos gros bijoux de famille là qui sont plus clairement sur la fin de leur carrière, et que pour qu'ils gagnent des matchs, pour qu'ils gagnent des séries de playoffs surtout, plus que des matchs, ils doivent ne plus être la lame numéro 1, ou en tout cas avoir autour un collectif exceptionnel pour espérer. C'est le constat de cette saison aussi, hein. Tu vois, quand je fais la lecture de tout ça, bah ouais, ils sont encore très forts, ils font encore tous des stats, ils sont encore magnifiques, ils sont capables de mettre des gros daggers. On a vu Steph Curry être élu le joueur le plus clutch de cette saison régulière, donc il n'y a pas de souci. On voit LeBron, il a encore été fantastique ici ou là, même en playoff contre les Nuggets, mais il ne gagne pas. Je parle vraiment d'un moment donné, gagner ou perdre, c'est aussi ça le basket. Il y a un mec qui est déjà éliminé, il n'y a pas un mec à l'avantage du terrain en playoff. Oui, mais t'as raison, c'est le constat réel de cette saison. Est-ce que c'est parce que c'est eux qui vieillissent, ou est-ce qu'il n'y a pas de collectif assez fort autour? On peut en discuter autant qu'on veut, mais en tout cas, là, pour revenir à Kevin Durant, ça fait quand même, une fois, 2 fois l'année dernière, 3 fois l'année d'avant, que ouais, il est plus assez fort pour gagner sans un bon collectif. En même temps, je dis ça, mais les fois où il va loin, il a toujours un super collectif autour de lui. Hein. Que ce soit au KC, au Warriors, j'en parle pas. Et ensuite, au Nets, bien sûr, il y aura toujours ce fantasme de la ligne mordue. Le constat, c'est qu'il passe pas les Bucks. Tu vois, il y a des blessés, machin, on peut en discuter, mais c'est l'autre constat que je me fais, au-delà même de remettre en cause sa carrière sur les dernières années, en tout cas. Tu vois, je vais te dire, même cette histoire de mordre avec s'il avait chaussé du 47 au lieu de chausser du 49, ils auraient peut-être été champions. Peut-être. Je peux bien l'entendre. Mais derrière, mine de rien, t'as des blessés, t'as James Harden qui est héroïque, qui joue à 40%. Quand tu te fais éliminer par les Bucks sur cette série incroyable, derrière, l'année d'après, tu dois capitaliser. Et eux, ils capitalisent pas. Au contraire, ils explosent. Ils sont fait démolir. Et derrière, ils explosent complètement. James Harden s'en va et tout. Donc, en fait, il y a aussi un problème de patience. Il y a aussi un problème de donner des fenêtres de 2-3 ans pour travailler. Ce qui est une fenêtre normale pour essayer d'atteindre un titre. Ils veulent tout de suite. Et dès que ça marche pas, on fait tout exploser. Parce que tu as raison, il mord la ligne à 3 points. Ça change peut-être sa destinée. Mais derrière, t'as le droit aussi de dire, quoi. T'as le droit aussi de dire, attends, les gars, on perd là-dessus avec des mecs pas à 100%, mais l'année prochaine, on va revenir, on va être exceptionnel l'année prochaine. L'année d'après, Harden, il est pas là, hein. Et l'année d'après, Harden n'est pas là, ils se font sweeper par les Celtics. Donc, il y a ça aussi, c'est savoir construire aussi sur ces échecs. Qu'est-ce que tu veux qu'aujourd'hui, ils construisent sur ce sweep-là et sur cette saison-là? Qu'est-ce que tu veux qu'ils construisent? Qu'est-ce qu'ils vont retirer? Ils n'ont pas de choix de draft. Ils peuvent pas trader. Ils peuvent attirer personne. Qu'est-ce que tu veux qu'ils branlent à part tout faire exploser? Quand tu dis qu'ils n'ont absolument rien, je vous redonne ça quand même. Hein. Ils ont leur choix de draft pour 2024 là. Ensuite, ils n'ont rien jusqu'en 2031. Tu te rends compte? Donc leur choix... même plus de ce monde en 2031. Bon, j'espère qu'on fera encore des émissions. Ce serait dommage. Ça ferait que 20 ans qu'on travaille ensemble. Mais oui, ils ont tout flingué leur avenir, hein, bien sûr, pour aller chercher à la fois KD et ensuite Bradley Beal. Ils n'ont aussi une masse salariale, tu viens de le dire, catastrophique, puisque on dirait celle de la First Team, c'est n'importe quoi. Ils ont 140 millions de dollars pour ces 3 joueurs. Attends, je vérifie la stat. Tout à l'heure, je l'ai envoyé. C'est plus de 150 millions de dollars pour ces 3 joueurs. Donc ça fait catchy hein, pour le reste. Ouvrons maintenant, parce qu'on a parlé de Kevin Durant, sauf si tu veux rajouter un truc. Mais tu reviendras, on a tout dit. On est tous déçus. Honnêtement, certains vont dire, alors les fans de KD vont dire, vous êtes, vous avez... Honnêtement, on est tous déçus. Moi, j'ai pas envie de voir Kevin Durant dans des projets comme ça se faire sweeper et déjà être en vacances après le premier tour. Voilà. Moi, j'ai rien contre Kevin Durant. C'est un joueur qui m'a fait rêver, qui m'a encore fait rêver, même dans cette série-là individuellement. Mais voir une légende comme ça dans un projet de merde, ça m'embouche un coin. Bon, Bradley Beal, c'est lui dont je veux parler maintenant. Bradley Beal, il a 30 ans. Il vient d'arriver. Vous le savez. Ses stats sur la série. Il est à 16 points, 4,5 passes, un peu moins de 3 rebonds, 44% au tir, 43% à 3 points. Je lui donne les stats jusqu'au bout. Son match d'hier, il est terrible. L'impression visuelle, waouh! Il a tout raté. Des pertes de ballons en fin de match. Il est en foul trouble alors qu'il est vachement... Il a des responsabilités. Hein. Allez, vas-y, va défendre sur Anthony Edwards. Il prend des écarts. Il se plaint aux arbitres.
Ouais, il est jamais rentré en fait dans cette équipe avec les blessures cette saison régulière, avec cette série playoff. On peut dire que c'est le grand échec de leur projet. On n'a jamais retrouvé Bradley Beal. C'est un échec pour les Suns, c'est un échec ultra personnel aussi pour Bradley Beal. Il a été longtemps blessé cette année, il a eu du mal à rentrer dans sa saison, mais mine de rien, sur les derniers mois, il a pu enchaîner les matchs. Mais Bradley Beal, moi, le souci que j'ai quand je le vois jouer, c'est qu'en fait, ce garçon qui, avec Washington, est resté 3 ans de trop là-bas pour re-signer des contrats au maximum, parce que quand tu re-signes avec ton équipe qui t'a drafté, c'est là où tu peux prendre le maximum de blé et tout ça. Et on sait que il n'a jamais demandé de transfert jusqu'à ce moment-là, donc il voulait prendre le max du max du max. Ça fait au moins, à minima, 2 ans que ce garçon-là joue en NBA sans aucun objectif collectif, dans un projet minable, qui était à l'époque celui des Wizards, et il faisait ce qu'il voulait. Il défendait plus, parce que c'était un défenseur élite qu'il n'est plus. Voilà, il shootait quand il voulait. Alors oui, il a fini une année meilleur scoreur de la Ligue, très bien, bravo mon grand. Mais voilà, ça fait ce mec-là, ça fait au moins 2 ans, voire 3 voilà, il fait son métier en NBA, il s'amuse, et il ne joue strictement rien. Et donc lui, ce gars-là, qui depuis 3 ans s'amuse. La seule année où ils vont en playoff, c'est quand Westbrook est là. Voilà. Je t'en souviens. Exactement. Donc ce mec-là, depuis 2 ans, qui gagne pas un match, qui a aucun objectif collectif, même personnel, j'ai l'impression, parce qu'il a repris son maximum encore une fois avec les Wizards. C'est lui qui va être la pièce manquante d'un projet pour te faire gagner le titre, alors que lui, la fois où il est allé le plus loin en playoff, c'est en demi-finale de conf. Mais il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Mais attends. Et Bradley Beal, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a plein de qualités. Et puis quand je le vois l'attitude, tout le temps le smile, le mec un peu facile. Tu vois, le match 1, quand il a le coup de chaud, Anthony Edwards, qui le regarde, il fait... Non mais attends, gros, on n'est pas là, oups là. Quand toi et moi, on joue l'un contre l'autre, que l'un ou l'autre, on a un coup de chaud, on fait oh, bravo, gros, t'es bien, c'est aujourd'hui. Mais là, t'es en play-off. On veut que tu lui rentres dedans, Anthony Edwards. On veut que tu fasses une faute. On veut que tu fasses quelque chose. On veut pas que tu dises bravo, chef. Pour moi, il est déconnecté aujourd'hui du très, très, très haut niveau qui doit t'emmener en demi-finale de conf, en finale de conf, ce genre de truc-là. Il est déconnecté de tout ça. Voilà. Il a fait je te dis, pour moi, c'est 3 ans de trop côté Wizard où il a certainement pris le pactole et tant mieux pour lui, t'es au chaud, ouais, bravo. C'est vrai que s'il n'avait pas pris le pactole au Wizard, il n'aurait pas pris ailleurs et aujourd'hui, il serait dans la merde. Hein. Mais ce mec-là s'est déconnecté volontairement ou peut-être involontairement, je ne sais pas, mais c'est déconnecté de la réalité du haut niveau et de l'influence d'avoir des résultats. Et ça se voit aujourd'hui dans son comportement. On va accueillir Louis, notre premier auditeur. Hein, vous pouvez nous appeler via Discord comme tous les lundis soirs. Pendant que Louis se connecte, je vous donne son contrat, hein, parce que vous le savez, ça c'est parmi les gros soucis de l'avenir. Il lui reste donc plus de 150 millions, même 160 millions de dollars à prendre. Il y a une player option pour 2026-2027 et il est le seul joueur de toute la NBA à avoir une no trade clause. Donc son équipe ne peut pas le transférer sans son accord. Donc ça, c'est quand même le gros souci de cet été. Donc dans l'idée que les Suns bougent, il faudra peut-être réfléchir à autre chose, sauf s'ils se mettent d'accord avec lui. On va accueillir donc Louis. Est-ce que Louis, tu m'entends, mon grand? Oui, je vous entends. Tu vas bien? Bravo Louis, belle voix. Très bien, et vous? Ouais, impeccable. Impeccable. Tu vois, on était sur le dossier Bradley Beal. J'aimerais bien savoir ce que toi, tu en penses. Et bon, j'imagine que tu vas être dur comme tout le monde. Hein. Il a été tellement cata, là. Bah, en fait, Bradley Beal, c'est, on va dire déjà, le pinacle du proprio qui a vraiment pété l'équipe qui allait en finale, je crois, en 2021. Et surtout, il n'est plus une valeur marchande, on va dire, élite. Le seul qui serait, on va dire, transférable pour apporter quelque chose d'important serait Booker, mais il n'y a aucun intérêt de te séparer de ton franchise player de 27 ans. Durant, il est vraiment trop vieux, donc le seul qui peut avoir un peu de valeur, c'est Beal, mais avec la saison qu'il fait, tu peux rien. Et sachant qu'en plus, t'as que 2 choix du premier tour, mais 2024-2031, tu peux rien en retirer, et qu'on a vraiment compris que un joueur a un poste et qu'il ne peut pas réinventer un poste qui n'est pas le sien. Après, on a des contre-exemples de ça. James Harden, par exemple, qui est devenu un véritable meneur de jeu. Mais en tout cas, quand il a fait la bascule, il l'a fait vraiment. C'est le seul, voilà. C'est le seul qu'on peut citer. Oui, comme c'est le seul. Non, mais, ouais. non, mais quand tu vois, Booker, pour moi, qui est plus un oui, qui est un poste de vraiment naturel. Mais si tu veux faire une transition comme ça, tu l'as fait vraiment. Tu vois, James Harden, quand il a fait la bascule sous Mike D'Antoni, c'était un particulier. Ouais, non, mais quand il a fait la bascule à Houston, Rockets, il l'a fait complètement. Il était meneur titulaire. Voilà, il a enchaîné une saison, 2 saisons, 3 saisons. Voilà, ça fait 10 ans maintenant que James Harden joue meneur de jeu. On parle plus de James Harden comme un deuxième arrière.
Mais oui, t'as raison. De toute façon, on l'a déjà dit ici, hein, le meneur de jeu, c'est un métier, ça s'invente pas. On peut tous potentiellement jouer meneur, mais des vrais meneurs de jeu, on ne l'est pas tous. De toute façon, le gros souci dans leur équipe, et on a cessé de le dire, c'est que la complémentarité des trois, elle n'existe pas. Mais juste sur leur profil, mais au-delà même d'eux. Tu vois, c'est normal de tomber sur un mec quand le gars se rate. Il a 30 ans, t'as tout dit, Erwan, on est très déçus par ses performances, etc. Mais c'est comme à l'époque, tu te souviens, quand on parlait de Bounassar à Marseille, on se disait, mais le problème, c'est pas Bounassar, c'est qui l'a mis sur le terrain, le mec, quand il était catastrophique. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qui a choisi d'aller chercher Quand ce il joue mec-là. latéral, là. Quand il joue latéral droit, alors on se dit, mais pourquoi? Bah là, c'est la même chose. Bien sûr qu'il fallait prendre un meneur si tu prends un troisième joueur. Bien sûr qu'il fallait prendre un grand. Chris Bosch s'est sacrifié, mais il pouvait, c'est un grand, c'est un rebondeur, c'est un contreur. Là, ils ont pris un scoreur, un arrière-scoreur. Mais il n'avait pas déjà avec Devin Booker leur meilleur joueur, si c'est KD, c'est pas déjà un vrai scoreur. Ils ont besoin d'autre chose. Glue guy, rebondeur, défenseur. J'en sais rien, il y a tellement de profils en NBA. Donc, on peut tomber autant qu'on veut sur Bradley Beal. Je sais, franchement, ils sont dans une impasse. Hein. Disons-le, ils sont dans une vraie impasse. Je sais même pas si, à la place de Bradley Beal, je dirais pas, mais franchement, votre club, là, il est naze. Tu vois, le front office, vous avez trop mal géré les choses. Votre coach, Frank Vogel, il est naze. J'ai envie de me barrer. Ce serait peut-être la meilleure chose qui puisse arriver aux Suns. Au moins, ils pourraient bouger. Qu'est-ce que t'en dis, Louis? Parce que maintenant, on va essayer de se projeter sur la suite. Parce qu'on est d'accord que la faute, elle est globale. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant côté Suns, là, dans les semaines qui vont suivre? Le seul truc que je verrais, c'est... le seul qui est transférable actuellement, je pense que c'est Booker. C'est le seul, parce qu'il a 27 ans, certes qu'il a un gros contrat, mais c'est le seul qui a une valeur marchande supérieure où tu pourrais réussir à amener peut-être une ou deux pièces manquantes autour de Durant et peut-être d'un Bill qui retournerait à son poste, au poste 2 et avec un vrai meneur. Mais sinon, là, hormis péter son contrat, ce qui va être compliqué, je vois pas comment s'en sortir de cette situation. Mais vous pensez que si Booker s'en va, Bradley Beal va redevenir le Bradley Beal qu'on a connu aux belles années de Washington? Moi, j'en suis vraiment pas sûr. Hein. Parce que tu récupères... Enfin, non, bien sûr, mais... Non, mais... Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir... ils ont besoin d'avoir des mecs bien dans leur pompe, qui jouent au basket et qui ont une structure d'équipe. Là, j'en suis là. Hein. Enfin, je sais pas s'ils vont faire un trade de Booker. Franchement, c'est peu probable, sauf s'il se met à gueuler. Vous avez peut-être vu que Stephen A. Smith a dit qu'il n'avait aucune info et que Devin Booker allait nier s'ils en parlent, mais le frère a envie d'être à New York. Voilà ce qu'a dit Stephen A. Smith. Oh bon. oui! Oh là là! Est-ce que c'est ce qu'il vous faut? Je suis même pas sûr. T'envoies Randall, t'envoies DiVincenzo, vas-y. Il faut un poste 4. Mais t'en trouves un, t'inquiète, tu vas en trouver un. Non, mais un créateur. Oui, bah il joue 4, Booker. Qu'est-ce qu'on fait, Erwan? Bon, déjà, on cut Frank Vogel. Ça, je pense que Francky fait pas la semaine, là. Hein. Francky, il faut qu'il arrête. Francky, c'est fini. Puis il peut même pas aller à la télé tellement qu'il a l'air sympa comme un bureau de tabac. Faut changer de coach. Moi, je reste persuadé qu'il faut incarner. Aujourd'hui, il faut des coachs incarnants. Mais qui? Alors, il y a Budenholzer, dont tout le monde parle. Vous avez vu que Jorge Fernandez a été choisi par les Nets il y a quelques semaines, on n'a pas discuté. Dans un projet où on va lui donner un peu plus de temps que ce qu'on peut donner aux Suns. J'espère. Parce que de toute façon, dans toutes les équipes où Kevin Durant va jouer, il va falloir construire des équipes pour potentiellement jouer les titres. Bah, Budenholzer, c'est parfait, c'est très bien. Pour moi, c'est vrai que aujourd'hui, sur le marché, il n'y a que lui qui peut redresser un petit peu la barre. Il va falloir bouger. Un des trois, c'est une certitude. Ah ouais? C'est une certitude. Il faut bouger un des trois. On bouge qui alors? Moi, je veux des solutions. Là. Enfin, à l'instant T, on est le 29 avril, il peut se passer 1000 trucs, mais moi, on est là pour réfléchir de manière hyper avancée là, sur qu'est-ce que tu as envie de voir, tu vois? Le problème de Bill, c'est que il faut son accord pour qu'il bouge et à partir de là, déjà, tu vas te limiter le choix parce que personne va se bousculer pour avoir Bradley Beal. Faut laisser partir Booker. Ma vache. C'est terrible. Alors en plus, moi, tu me dis ça parce que c'est vrai que Stephen A. Smith, quand on parle à New York, ça bon, s'il va à Miami, ça sert à rien pour New York. Hein. Oui, s'il va à Miami, c'est génial aussi. Et puis Miami fera enfin un coup. Mais bon, bref, au-delà de sa future destination, c'est que il a fait le tour là-bas pour moi. Et je crois que se faire sweeper à 27 ans, après avoir connu il n'y a pas si longtemps que ça, un run de finale NBA où tu te dis, OK, on perd, après avoir mené 2-0 en finale. Mais d'accord, on construit, on avance. Quand je vois là les décisions qui ont été faites avec un proprio qui a l'air complètement azimuté, faut repartir à zéro. Il faut un nouveau coach. Et il te faut pour reconstruire, il te faut de la manœuvre. Il te faut une fourchette pour manœuvrer. Là, tu ne peux pas le faire. Avec les trois, leur contrat, tu ne peux rien. Tu vas encore t'inventer des vies avec des joueurs de G-League, des joueurs en fin de contrat, des trucs de merde. Si tu veux vraiment manœuvrer, il faut que tu lâches un des trois gros contrats. Bill,
personne va en vouloir et c'est lui qui a le droit de dire je vais là-bas ou pas. Kevin Durant, c'est la même chose, il me semble. Non, il est juste plus vieux, quoi. Oui, voilà, il est juste plus vieux. Donc, et donc, pour moi, c'est Booker. La valeur. Alors là, t'es vraiment en train de penser que les Suns vont bouger Booker. Parce que moi, j'y crois pas une seconde. Non, non plus. Il a 27 piges, c'est le gars qu'il a depuis toujours. Moi, je crois qu'ils sont bloqués, ils vont pas bouger. Tu vois, c'est ça mon truc. C'est à l'heure actuelle, c'est un échec cuisant. C'est une catastrophe. Déjà, ils ont à peu près réussi à se relever du match 7 contre Dallas il y a 2 ans. Là. On a l'impression que c'était il y a 10 ans. Oublié, ouais. Alors, personne l'a oublié. Bon, ça leur a coûté quand même. Ça leur a quand même coûté. On en a pas parlé. Un coach et un joueur et un pivot qui finalement. Ben, il s'est pris la tête avec un entraîneur qui n'est plus là, lui n'est plus là aussi. Oui, n'empêche que, bon, clairement, mais ils ont réussi à s'en relever. Pas dans les résultats à très court terme, mais en tout cas, dans le projet, ils ont eu un rebond. Moi, je crois quand même qu'il faut garder ces 3 mecs-là, mais qu'il va falloir d'une malice pour les entourer. Quelle malice tu parles il leur faut un foutu meneur de jeu, leur structure d'équipe. C'est pour ça que moi, j'en suis plus à. Il leur faut pas non plus un meneur de jeu de G-League. Je sais pas, je sais pas, Chris Paul, il va se faire cut pour ses 30 millions la saison prochaine. Gros, Chris Paul, qui est à 48 ans, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Bah, on en est là. Enfin, il y a tellement de meneurs de jeu. Je te dis pas qu'il y a des meneurs de jeu gestionnaires, etc. Je te dis que leur structure d'équipe est pas bonne et que je ne crois pas qu'ils vont virer Devin Booker. Je ne crois pas qu'ils vont virer KD. Et sauf si ça s'est vraiment mal passé avec le front office, Bradley Beal sera là. J'espère que Jokic sera là. Ils ont re-signé Grayson Allen qui a fait une super saison avant de disparaître en playoff. Il y a Royce O'Neal, je sais pas ce qui est un soldat. Bref, il y a des trucs. Mais moi, je crois que cette équipe, faut lui donner une seconde chance, mais il faut arriver à bouger un tout petit peu avec surtout une nouvelle direction sportive. Ça leur permettrait de faire une bonne saison. Enfin, il faut 49 victoires en jouant n'importe comment. Imagine s'il faut entraîner une camp avec un bon coach. T'as le droit aussi d'avoir une meilleure équipe. Oui, je dis pas qu'ils seront champions. Non, mais là, ce que tu me vends, j'ai envie de te l'acheter. Hein. C'est cohérent. Maintenant, il y a l'usure aussi parfois de certains joueurs. Je dis pas qu'ils vont virer Devin Booker, mais cet été, et si Stephanie Smith le dit, peut-être que c'est le cas. Cet été, si Devin Booker il dit, les gars, je suis là depuis des années, j'en ai plein le cul. Vous m'emmerdez, votre projet là, vos trucs, j'ai envie de me barrer. C'est ça en fait moi ce que je te dis. Évidemment que c'est jamais le front office des Suns, c'est la figure de la franchise, c'est la vitrine de la franchise. Évidemment que tu vas pas le virer. Mais si lui à un moment donné il dit, moi j'en ai marre, je veux me barrer. C'est ça que je suis en train de te dire. Bah tu réagis en fonction, mais à l'heure actuelle c'est pas le cas. Okay. Non mais le jour où Devin Booker vient comme toutes les superstars, quand ils disent je veux me barrer, bah elle se barre. Hein. Enfin, ça fait trop longtemps qu'on connaît cette NBA pour savoir que ça se passe comme ça. Mais là, à l'heure actuelle, personne n'a rien dit. On verra mercredi déjà, conférence de presse, James Jones et donc Matisse Baya, le propriétaire. Alors, dernière question, Louis. Je te repose. À qui la faute ? Sache que le front office ressort à 49% sur YouTube et sur Twitch. Là aussi, 76% front office devant les joueurs et devant le coach. Toi, tu dis quoi, Louis ? Bah, c'est clairement le front office et je pense à mon avis, de part des articles que j'ai vus, c'est sans doute mon avis plus le propriétaire Matt Ishbia, parce que comme vous l'avez dit, James Jones était déjà à l'époque de l'équipe bien construite. Je pense qu'il était là, je crois, pour la finale des Suns il y a 3 ans. Et que d'un coup il décapote toute son équipe, donc c'est clairement le front office. Et j'avais bien aimé une phrase que je trouvais dans un article de Eurosport. Ils avaient dit que Matt Ishbia a engendré une équipe qui perd pour sacrifier une équipe qui a presque gagné. Je trouvais que c'était une belle tournure de phrase. C'est ça, il y a de ça. Hein. Et puis au vu de tu sais, il y a un autre truc qu'on a très peu dit, mais on est hyper focus sur cette équipe. Tu vois, et c'est normal. Mais toutes les autres équipes non championnes se construisent toujours en fonction des champions. Pendant les Warriors, les équipes se construisaient en fonction de ça. Quand il y avait le Shaq, bon, ils se faisaient tous terrasser, mais tu construisais en ayant 3 pivots. On se souvient des Nets, ils avaient 4 pivots. Ouais, ou Philadelphie qui va chercher Mutombo. Voilà, tu te construis en fonction du champion. Là, les Suns, bon, ils sont encore loin de se construire contre les champions, mais d'après moi, ils n'ont aucune des qualités qui peuvent t'amener à être champion l'année prochaine. Et à battre Denver. Non mais clairement, et on dit que Denver, mais déjà à battre Minnesota, qui est pas encore au niveau de Denver, si on verra a priori en fin de semaine. Donc il y a beaucoup de choses dont on pourrait continuer à parler. À l'heure actuelle, on va attendre juste la conférence de presse, voir si Frank Vogel va se faire payer les 4 années qui lui restent. 4 années, il a signé 5 ans, 31 millions. Oh la vache. Les agents, mais moi les mecs sont fous. C'est comme Milwaukee qui a signé Doc Rivers, je sais plus combien, 3 ou 4 ans. C'était 4 ans. Ils ont de l'oseille. 4 ou 5 ans. Les mecs, ils ont de l'oseille à plus savoir qu'en faire. Ils ont de l'oseille à plus savoir signer Frank Vogel 5 ans, mais c'est de la folie. On était fous. Mais c'est de la folie. Tu le sais que ça va se passer comme ça. Tu le vois arriver. Bref. Merci Louis de nous avoir appelés. Merci Louis.
Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Salut Merci. Louis. Et tu nous rappelles quand Salut. tu veux. Tu es toujours le bienvenu. Voilà pour les Suns. Eh bien voilà, hein. Quel échec terrible. Je suis un peu dégoûté parce que j'avais envie de voir une série longue. Je vais pas te mentir, ça on l'a très peu dit, mais comme tous les sweeps là comme ça qui nous tombent un peu dessus. Moi j'avais dit Suns en 6, toi t'avais dit Wolves en 7. Donc Non, on si, je crois. en tout cas, on imaginait une série un petit peu plus longue. Bon bah tant pis pour eux, et puis désolé pour les fans des Suns. Ouais, mais Oh la vache. qui j'imagine doivent vivre la même chose que nous, quoi. Si on est encore, ouais. et Dieu sait que cette année, ils sont montés un peu au créneau sur des émissions qu'on a fait. Ah, vous regardez pas les matchs, les meneurs, il y a pas besoin. Oh, bah frère, si, tu vois, les matchs on les regarde et on avait anticipé les trucs, donc on imagine qu'ils sont aussi déçus que nous, parce que quand moi Kevin Durant, j'ai pas envie de le faire. Steph Curry, j'ai pas envie de le voir en vacances et pas en playoff. LeBron James, j'ai pas envie de se faire sortir au premier tour. KD, j'ai pas envie de le voir se faire sweeper au premier tour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Maintenant, place aux autres aussi énormément de crédit. Anthony Edwards, c'est à cette équipe de Minnesota. On en reparlera plus tard. Bon voilà pour les Suns. On se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos. Tout de suite, on va continuer à parler des autres séries de playoffs.